On peut peut-être ouvrir, non? La séance, à 1 minute avant. XR, tu m'entends? Leslie, vous m'entendez? Ixia, Leslie. Annabelle, tu m'entends? Oui, Euh, je pense qu'on peut démarrer. Je ne sais pas. Ixia, tu nous entends? Oui, je vous entends. Je pense qu'il Bonjour est tout le 11. monde. Il est Tu peux 11 lancer? heures. On va pouvoir démarrer le webinaire. Vous m'entendez bien? oui. Oui, on t'entend. Parfait. Les participants aussi. Bonjour à toutes et tous. Petit mot dans le chat. Eh bien, c'est parti. Est-ce que vous me Euh, voyez à l'écran? J'ai un doute parce que je ne me vois pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous me voyez à la caméra? On te voit, David. Ok, très bien. Parfait. Bien. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci tout d'abord pour votre participation et bienvenue dans ce webinaire qui va être consacré à un sujet aussi surprenant que passionnant, qui est la place de la self-défense dans le cadre professionnel. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Leslie Dumonté, directrice du groupe Sophis Formation, hein, donc organisme de formation dédié à la santé et sécurité au travail. Donc, je suis en compagnie aujourd'hui de David Bénat et Annabelle Guiraud qui vont donc co-animer ce webinaire. Donc, quelques rappels pour démarrer ensemble ce moment d'échange. Je vous remercierai par avance de bien vouloir couper vos caméras et vos micros. Sachant qu'à la fin de ce temps d'échange, donc vous allez avoir un temps de questions également hein, qui vous est accordé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous vous y répondrons à la fin du webinaire. Euh, il y aura un replay également qui vous sera communiqué par mail donc à l'issue des interventions. Eh bien, démarrons ensemble. David, Annabelle, je vous laisse vous présenter. Allez, ça marche. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi d'être ici avec vous. Je m'appelle David Bénin. Je suis l'un des cofondateurs de la société WeCare, dont la mission est simple et ambitieuse, rendre accessible la self-défense dans les organisations publiques et privées pour en faire un levier de confiance, de bien-être et de sécurité. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Annabelle Guiraud. Je suis dirigeante de la société AG Impulsion, spécialiste du leadership en culture de la prévention et qualité de vie, conditions de travail, et également formatrice externe pour Sophis. Eh bien, je vous propose, après ce préambule de bienvenue, de commencer ce webinaire. Leslie, première Oui. question pour vous. Sophie propose depuis peu une nouvelle formation, hein, c'est au catalogue, une formation qui dure 1 ou bien 2 jours en partenariat avec WeCare qui C'est ça. s'intitule De la gestion à l'action, faire face à l'agressivité. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer cette nouvelle thématique dans votre catalogue Sophie? Alors, pourquoi intégrer cette nouvelle thématique? Plusieurs raisons.
tout d'abord. Donc forcément, nous sommes déjà dans une démarche de prévention de manière globale en matière de risque professionnel. Donc aujourd'hui, la gestion des agressions ou la gestion des comportements agressifs doivent être prises en compte par les employeurs aujourd'hui. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'on est souvent, donc nous avons déjà des programmes, on intervient donc sur cette thématique-là, mais on va être plus sur une approche de gestion de l'agressivité de manière verbale. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons envie d'aller plus loin. Et pourquoi? Tout simplement, quand on regarde les actualités aujourd'hui, dans le cadre professionnel ou même personnel, beaucoup de faits divers. Donc aujourd'hui, on me dit, bon, on apprend les gestes de premier secours auprès du public. Pourquoi ne pas apprendre aussi les gestes d'autodéfense, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel? Donc beaucoup de faits divers, des actualités, et donc aller plus loin dans cette approche en matière de prévention de la gestion des agressions. Mmh. Vous avez cité le terme autodéfense, on peut dire aussi, Self-défense, self-défense, hein, oui. c'est ça. On va s'arrêter un instant sur ce terme parce qu'il peut faire réagir dans l'audience. David, une question simple mais essentielle. On va commencer peut-être par là. C'est quoi la self-défense? Ouais, déjà, il faut bien nommer les choses en effet. Donc, la self-défense ou autodéfense, c'est la même chose. Les deux termes sont utilisés. Ça correspond finalement à un ensemble de techniques pour se protéger, défendre son intégrité physique et se sortir d'une situation difficile, tout simplement. En somme, c'est oui, défendre son intégrité physique à travers des gestes efficaces, rapides et simples. Et on va rentrer dans le détail dans un instant, j'imagine. Ouais, on on va commencer par par des croyances. Oui, on entend souvent dire que la self-défense est fait pour apprendre à se battre, c'est un truc, de bonhomme, pour les costauds, les durs. Et vous pensez quoi de tout ça, de ces idées reçues? Bah, tout d'abord, alors, avant Des idées de reçues. rentrer dans... Pardon, Leslie? Des idées reçues, en effet, Annabelle. Et oui, il y a beaucoup d'idées reçues. Alors tout d'abord, il faut quand même préciser que le bon sens doit s'appliquer. Donc la meilleure des self-défense, c'est quand même de fuir, c'est quand même d'éviter le contact physique, parce qu'un contact physique, ça peut être très très dangereux. Mais il y a des situations où on n'a pas le choix, et en effet, on doit réagir, ou parce qu'on est dans un endroit confiné, ou bien parce qu'on est sur son lieu de travail, et on peut pas s'enfuir, ou on doit rester professionnel. On peut être dans le métro, dans le RER, enfin bref, il y a plein de situations où même on doit porter assistance à quelqu'un. Et en effet, il y a des idées reçues autour de la self-défense et qu'on va déconstruire tous ensemble. La première idée reçue, c'est qu'il faut être un homme pour apprendre à se défendre. Et la réponse est non. La self-défense est accessible autant aux hommes qu'aux femmes. Et d'ailleurs, nous avons des femmes qui sont formatrices et instructrices en self-défense. Et de plus, il faut bien admettre que les femmes, quand on parle de violence, sont en première ligne. Et d'ailleurs, il y avait cette semaine une journée internationale, j'y reviendrai, donc, première croyance, c'est réservé aux hommes. Bien non, ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Deuxième croyance, on a tendance à penser qu'il faut être jeune. Eh bien non, ça s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Quand on donne des cours, quand on enseigne la self-défense, on peut très bien avoir des adolescentes, des adolescents de 16, 17 ans ou même plus jeunes, comme des personnes qui ont plus de 60 ans, 65 ans et qui apprennent. Voilà, donc ça c'est la deuxième croyance. La troisième croyance, c'est qu'on a tendance à penser qu'il faut être sportif. Alors bien sûr, c'est toujours bien d'être sportif, évidemment, mais en réalité, on s'adresse aussi aux sédentaires, aux non-sportifs, aux moins sportifs. Voilà. Et enfin, la quatrième croyance, on pense qu'il faut être fort. Or, là non plus, c'est pas forcément nécessaire, parce que se sortir d'une situation difficile, et vous le verrez dans des vidéos qu'on vous montrera un peu plus loin, cela ne nécessite pas forcément de la force, mais plutôt de la technique, en ciblant par exemple des zones sensibles qui vont déstabiliser suffisamment de temps pour neutraliser quelqu'un et ensuite s'enfuir ou bien reprendre le contrôle de la situation. Très bien. Merci David pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on continue à parler de self-défense, mais cette fois-ci sous un angle réglementaire. Oui, pourquoi voilà, Sophie, voilà, Leslie, vous nous avez expliqué pourquoi cette formation s'intègre, dans votre catalogue. Mais quelle réglementation aussi on pourrait rattacher à cette formation? Là, c'est le sujet de cette question. Donc c'est une formation, on peut dire qui fait partie intégrante d'une démarche de culture de la prévention, une démarche qui est initiée, qui est portée par l'employeur, qui, rappelons-le, hein, selon le code du travail, porte l'obligation d'assurer la sécurité, de protéger la santé physique
et mentale. Et en disant cela, on pense tout de suite à l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. On pense aussi, parmi les différents risques qu'on intègre à l'intérieur, on pense aux risques psychosociaux, les RPS. Et quand on les évalue, certaines fois, il y a des situations, on les évalue, c'est une obligation. Et puis, durant cette évaluation, on peut mettre en surbrillance des situations de travail qui exposent à des violences externes. Et donc, le déploiement de cette formation pourrait être une mesure pour participer à la maîtrise du risque psychosocial, voilà, par rapport à une situation de travail qui amènerait à de la violence. Ça, c'est le premier point, c'est le code du travail, c'est le document unique, voilà. Et l'obligation de santé et sécurité de l'employeur. Mais David, selon vous, est-ce qu'il y aurait un autre cadre légal qui pourrait également amener les organisations à opter pour cette formation de self-défense dans le secteur professionnel, dans le monde du travail? Oui, alors, comme vous l'avez dit, Annabelle, il y a déjà l'obligation d'assurer la sécurité vis-à-vis de ses salariés, mais en tant qu'individu, on est tous logés à la même enseigne, la loi est la même pour tous, et il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Donc la loi autorise tout citoyen à se défendre en cas d'agression. Alors attention, la légitime défense, c'est extrêmement encadré. Il y a un certain nombre de critères, et je vais en citer deux, parce qu'on ne va pas faire une conférence sur le sujet de la légitime défense, mais en tout cas, il y en a deux qui me paraissent très importants. Le premier critère, c'est la simultanéité. C'est-à-dire que si on se fait agresser, il faut réagir dans l'instant. C'est-à-dire que si on se fait agresser et qu'on revient une semaine après avec des amis pour tabasser quelqu'un, c'est pas la légitime défense, ça s'appelle une agression et on devient l'agresseur. Donc il faut réagir dans l'instant. Pour ça, il faut être formé, mais on y reviendra. Et un autre critère important qui est fondamental, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Alors évidemment, cela implique qu'on ait une vaste palette de techniques à disposition pour être capable de réagir de manière proportionnelle. Là aussi, vous verrez, on vous montrera quelques vidéos avec un certain niveau de réponse. Mais ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut vite devenir l'agresseur. Alors après, il y a des situations où typiquement, on le voit dans les hôpitaux, dans le milieu hospitalier, des tentatives d'étranglement. Une tentative d'étranglement, la personne ne le fait pas pour faire une caresse, c'est pour vous couper les voies respiratoires dans le but de vous tuer. Donc là, vous avez le droit quand même de réagir de manière un petit peu brusque, sans tuer la personne, évidemment. L'idée, c'est de la neutraliser. Mais il y a quand même des situations qu'il faut bien identifier qui sont très très dangereuses pour les salariés. Donc la proportionnalité, c'est extrêmement important. Et en fait, le fait est qu'aujourd'hui, ce droit à la légitime défense qui existe, en réalité, il n'est pas activé. Il n'est pas activé parce qu'on ne forme pas les gens massivement à la self-défense. Donc il existe sur le papier, mais en réalité, il n'existe pas. Parce que, sauf si on va dans des clubs de self-défense, dans le milieu associatif, mais en entreprise, on ne forme pas aujourd'hui à la self-défense. En tout cas, pas massivement. Et enfin, un autre aspect, là c'est peut-être plus un clin d'œil, mais ça, je pense que ça va vous parler, surtout en France, la Déclaration des droits de l'homme, alors pas celle de 1789, mais celle de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme signée au Palais de Chaillot, qui indique dans l'article 3, non, je l'ai révisé, je ne le connais pas par cœur évidemment, mais l'article 3 indique tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. À la sûreté de sa personne. Donc on n'a pas à s'excuser, en réalité, de défendre la propre sûreté de sa personne. Et ça induit beaucoup de choses parce qu'il est clair que quand on est enfant, on comprend qu'il ne faut pas taper, il faut tendre la joue, etc. Sauf que, comme l'a dit Leslie, il y a un tel niveau de violence aujourd'hui dans l'espace public qu'il faut s'armer aussi moralement et à travers des gestes pour aujourd'hui se défendre, sans rentrer dans une logique de combat, c'est pas le sujet. Il s'agit de se protéger, son intégrité physique et non pas d'attaquer. Voilà. Quand je vous écoute, j'entends votre conviction, David, sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, j'aime bien toutes les petites histoires, peut-être vous aussi, derrière l'écran. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Racontez-nous quel était l'élément déclencheur chez WeCare qui vous a amené à développer ce programme pédagogique inédit, il est inédit, auprès des organisations privées comme publiques. Ouais. Alors tout d'abord, en effet, il y a des convictions. La première observation, en tout cas, c'est que, comme l'a dit Leslie, en entreprise, on peut se former aux gestes de premier secours, et c'est très bien. Alors, quelqu'un dit qu'il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Vous avez du son? Je pense que tout le monde. Quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de son. Vous pouvez lever la main si vous avez du son? J'imagine que vous avez du son, sinon on a reçu. Oui, c'est bon. Fabien Durand répond qu'il y a du son. Ouf, on est rassuré que vous avez du son. Il y a quelqu'un qui ne nous entend pas.
Oui, il Si, y a si. quelques problèmes, donc ça vient du... Ça vient de la personne en question. Voilà. Désolé pour vous. Essayez de lire sur les lèvres. Je vais essayer d'articuler. Non, non, je plaisante. En tout cas, il y a un replay, donc ne vous inquiétez pas. Il y aura un replay. Je vais l'écrire dans le... au cas où. Alors, je reprends. Donc, en effet, donc, première observation, en entreprise, on peut se former au geste de premier secours, on peut apprendre à faire un geste cardiaque, et ça, c'est un geste citoyen, finalement, qui ne sert pas que dans l'entreprise, qui peut servir dans l'espace public. Si dans la rue, on voit quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque ou qui fait un malaise, on peut intervenir. Ce qui montre bien que l'entreprise a un rôle sociétal. Elle a ce rôle d'inspirer, de protéger, de transformer. Donc, en suivant cette logique, pourquoi ne pas aller encore plus loin et enseigner la self-défense? Euh, Ensuite, il y a des préjugés, on en a parlé autour de la self-défense. Donc on se dit que il faut déconstruire ces préjugés pour faire déjà changer l'état d'esprit et faire entrer la self-défense dans les organisations. Et puis enfin, la société WeCare est très engagée également. Les fondateurs de WeCare et nos ambassadeurs et nos formateurs, nos instructeurs sont très engagés dans le milieu associatif, que ce soit dans des clubs de self-défense, mais également dans une association qui forme bénévolement les femmes victimes de violences conjugales. Donc on pourra parler des violences notamment faites aux femmes, parce que c'est un vrai sujet. Et en fait, ce que l'on voit lorsqu'on fait un atelier, on vous donne un cours de self-défense, on a un panel extrêmement large. Ça va de la jeune femme qui a 17 ans, qui est toute menue, à l'homme de 65 ans, qui est pas très sportif. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde progresse au bout d'une heure trente, 2 heures. Et il y a ce sentiment déjà de se dire, je suis capable d'apprendre des gestes de self-défense. Pas besoin d'être jeune, pas besoin d'être fort, etc. Bien sûr, si on est jeune et fort, c'est mieux, évidemment, mais en réalité, tout le monde peut apprendre. Et en fait, ce que l'on remarque, c'est qu'au bout d'une heure trente déjà, ça crée ce déclic. Et je vais vous raconter une anecdote. Le 25 novembre, donc c'était avant-hier, c'était la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc nous étions sur le pont, intervenir dans des entreprises qui voulaient marquer le coup pour cette date symbolique. Et nous sommes également intervenus dans des réseaux de femmes. Et j'ai reçu des messages qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont dit le lendemain, mais écoutez, c'était super parce que j'ai appris des gestes, mais surtout, je me suis convaincu que je suis capable de me défendre. Et ça, rien que de le savoir, je me sens déjà plus forte. Et tout est dit en réalité. Le fait de commencer ce chemin, de découvrir la self-défense, ça crée un déclic psychologique qui fait que oui, je suis capable. Et tout à coup, bah, les impacts sont immenses sur la posture, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la capacité à prendre la parole, sur la capacité à fixer une limite, sur la capacité à dire non ou à dire oui sans ciller, sur la capacité à s'affirmer. Bref, les bénéfices sont immenses sans être de tout à coup des combattants sanguinaires. C'est pas ça le sujet. C'est que l'idée, c'est que chacun puisse marcher en paix ou travailler en toute sérénité. Et donc, en fait, cette conviction qui vient vraiment du terrain, bah, ça nous donne beaucoup de force, en fait. On ne vend pas des solutions, on vend des convictions. Voilà. Et en fait, WeCare, alors là, on est focalisé sur la formation à la gestion de l'agressivité, on va rentrer dans le détail, mais nos actions s'inscrivent plus largement. Nous proposons des conférences sur le sujet de la violence, et notamment, par exemple, les violences à l'hôpital, nous intervenons aussi sur le sujet des VSS, les violences sexistes et sexuelles, et on en parle malheureusement tous les jours. Nous proposons des ateliers de sensibilisation, des team building pour s'inscrire dans les séminaires d'entreprise, des cours à l'année, et puis ensuite, pour les établissements recevant du public, ce qui est l'objet du webinar, cette formation à la gestion de l'agressivité. Très bien. Merci David pour cette réponse complète. Donc on a vu le cadre réglementaire, on a vu également les bénéfices que ça pouvait apporter aux stagiaires. Et moi, je vais vous poser la question inverse, David. Quels sont les arguments avancés maintenant par les organisations qui vous contactent et qui contactent aussi Sophis pour y faire cette formation? Rappelons le titre, de la gestion à l'action, faire face à l'agressivité. Donc Alors, peut-être, déjà, voilà, David, micro, peut-être Leslie, si vous voulez rajouter quelque chose. oui, ça marche. Alors, je vais répondre d'abord, je vais commencer à répondre, Leslie, si tu veux bien. Alors déjà, quand on parle d'organisations ou d'institutions ou d'entreprises, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes. Donc en fait, on ne vend jamais à une organisation, on vend à des hommes et des femmes qui adhèrent à la vision, qui adhèrent aux convictions et qui ensuite vont le porter en interne. On a d'innombrables exemples. Ça commence toujours comme ça. Par déjà l'alignement des valeurs, l'alignement sur la vision, souvent, et moi je le vois à chaque fois que je présente la société et que très souvent j'ai une femme, ça résonne en elle personnellement, puisque une femme sur trois est victime de violence dans sa vie, au minimum, et en plus c'est un sujet qui est difficile, c'est très difficile d'en parler évidemment. Donc d'abord il y a une adhésion aux convictions que l'on porte, et ensuite il y a la volonté de faire bouger les lignes en interne. Alors dans les hôpitaux,
On sait par exemple qu'il y a une forme de déni, parfois, sur une violence qui s'est installée, donc il va falloir maintenant parler d'un sujet qui s'installe, et donc il faut se dire maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Il y a aussi des entreprises qui ont du mal à recruter. Il y a je ne vais pas citer de noms, mais des entreprises dans le domaine des télécoms, hein. Il y a trois grands acteurs. Dans des agences télécoms, dans des boutiques télécoms, il y a des agressions tous les jours aujourd'hui. Tous les jours. Donc ça a un impact sur les arrêts de travail, sur la santé mentale, sur même la difficulté à venir travailler. Et quand on est victime ou même témoin d'une agression et qu'on voit que son collègue n'est pas armé pour s'aider, bah, on ne se sent pas en sécurité, alors qu'on veut juste faire son travail. Et donc malheureusement, la violence est partout dans l'espace public et elle rentre dans les entreprises. L'entreprise ne peut pas se dire ça ne me concerne pas. Non, la violence, ça impacte. C'est un enjeu social majeur et ça devient un enjeu économique aujourd'hui. Il y a des entreprises qui payent des vigiles pour accompagner les salariés à la station de métro sur Paris, en région parisienne. Il y a des entreprises qui payent des navettes pour accompagner ces mêmes salariés sur des points de transport. Donc oui, ça commence à impacter les entreprises. Donc cette prise de conscience est en train d'arriver. Mais il y a encore, c'est pour ça qu'on est en train de déconstruire ces idées reçues et on arrive avec une approche inclusive, non violente, pour justement faire sauter ces dernières barrières. Très bien. J'espère avoir répondu à tes questions, Annabelle. Oui, merci David. Justement, inclusion, diversité, je vais rebondir là-dessus. Selon vous, cette formation de self-défense en milieu professionnel donc, va contribuer à l'inclusion, diversité, mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que tout le monde peut se former, quel que soit son métier, quel que soit son âge, son genre, sa morphologie et même son handicap? Alors oui, la réponse est oui, évidemment, puisque on est sur une pédagogie hyper inclusive. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se mettre on est en sécurité. Déjà, on apprend dans un environnement décontracté, Mmh. relâché, puisqu'on apprend bien que dans le relâchement. Donc déjà, l'atmosphère est très décontractée, alors qu'on traite d'un sujet qui est difficile, le sujet de la violence. Et finalement, l'idée, c'est d'inclure tout le monde et de ne laisser personne sur le côté. Donc typiquement, la manière alors j'anticipe un peu notre question, mais sur la manière de dérouler, on va y venir juste après. Mais sur la notion d'inclusion, on parle beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. On en parle tout le temps, les inégalités de salaire, les inégalités de poste à responsabilité. Et là, pour le coup, quand on enseigne des gestes de self-défense, on n'est pas dans le blabla. Je vais être très assez cash, on n'est pas dans du blabla. Ah oui, les inégalités de salaire, c'est pas bien. Ah oui, il n'y a pas assez de femmes au CAC 40 au poste de direction. Bah, notre expérience, c'est que quand on forme concrètement une femme, en l'occurrence, des gestes de self-défense, ça réduit les inégalités. Et donc, ça contribue à l'inclusion, à la diversité et à l'équité. Voilà. Tout simplement. Parce qu'on est dans le corps. Et en plus, c'est un sujet sur lequel l'IA pourra rien faire, hein. Je vous le dis, je vous préviens, hein. L'IA pourra pas renseigner, ne pourra pas nous remplacer. Il nous remplacera sur plein de sujets. Et on sait que ça peut être anxiogène, mais s'il y a un sujet sur lequel on peut reprendre le contrôle, c'est le contrôle de son corps et l'apprentissage de gestes simples, efficaces et rapides. Et sur la question du handicap, ben, j'ai en tête, mardi, on a fait un atelier dans un grand compte du CAC 40. Et il y avait une femme qui avait en effet un bras un petit peu inerte. Elle ne pouvait pas bouger son bras. Mais ça ne l'a pas empêché en fait, d'apprendre des techniques de parade, de gifle, par exemple. Et elle a très bien fait l'exercice. Et l'idée, c'est d'optimiser le corps que l'on a, d'optimiser le corps qu'on habite, avec son poids, avec sa taille, on est grand, on est petit, on est grand, on est mince, peu importe. Mais l'idée, c'est d'optimiser son corps pour en faire un arsenal pour se défendre et d'utiliser aussi un élément important, c'est le poids de corps. Dans tous les gestes, on va s'attacher à utiliser le poids de corps pour avoir un maximum d'impact lors d'une technique. Voilà. Du coup, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas besoin d'être fort, parce qu'on va utiliser le poids de son corps pour faire un certain nombre de techniques. Encore une fois, on le verra dans quelques vidéos. Bah, voilà, ça nous amène à cette question: comment ça se passe une formation self-défense, Sophie WeCare, pour que tout le monde puisse se projeter, hein, parce que je pense que l'intérêt est grandissant derrière votre écran. Pouvez-vous nous raconter, David, comment se déroule une session de formation? Comment ça se passe? Alors, la formation s'appelle c'est la formation à la gestion de l'agressivité. D'accord? Donc, on est dans ce contexte-là. Comme l'a dit Leslie tout à l'heure, il y a beaucoup de formations sur la CNV, communication non violente, qui consiste à calmer, comprendre les mécanismes de la colère, etc. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Puisque si la personne passe à l'acte, le salarié est complètement démuni. Donc l'idée, c'est de combiner à la fois la communication non violente, mais également les gestes de protection. Le slogan de cette formation est assez explicite, c'est du premier mot
au premier geste. Du premier mot au premier geste. Si on peut désamorcer une situation de conflit à travers la parole, c'est mieux, évidemment, c'est absolument préférable. Mais le fait de connaître des techniques, le fait de connaître des techniques de self-défense et d'être préparé à se déplacer, à agir en fonction de la situation, ça donne une telle confiance que souvent on n'a même pas besoin de s'en servir. Et il s'avère qu'un agresseur se nourrit souvent de la peur de l'autre. On le voit dans les situations d'agression dans le métro ou même dans une situation d'agressivité. Quelqu'un qui est agressif, s'il sent que la personne en face est terrifiée et qu'il est vraiment, il a de mauvaises intentions, il va jouer, il va jouer là-dessus, il va se retrouver assez dominant. Alors qu'en revanche, si une personne, un homme ou une femme, qui connaît des techniques, qui sait exactement ce qu'elle doit faire ou ce qu'il doit faire, a ce surplus de confiance et ça se ressent la confiance. Ça se ressent dans la posture. Parce que souvent, ce que le corps exprime précède les mots que l'on prononce. Je vais le redire. Ce que le corps exprime précède les mots que l'on prononce. La manière dont on dit les choses a beaucoup d'impact. Donc, la formation, en fait, elle suit cette structure. Comprendre déjà la situation de tension, donc identifier les signaux d'alerte comportementaux, comprendre également le lien entre stress, peur et réaction, comprendre comment un ballon, finalement, il commence à gonfler, donc la reformulation, l'utilisation du ton, donc désamorcer avec la bonne posture à travers une communication non violente. Donc, c'est en effet le ton, c'est le regard, c'est les mots que l'on emploie, mais c'est en même temps déjà maîtriser ses distances, garder son équilibre. Là, on est assis, donc je ne peux pas le montrer, mais typiquement, voilà, le fait d'avancer une jambe en avant, une jambe en arrière, déjà, on est un peu plus stable. Le fait de, à un moment donné, si la tension monte, de lever ses mains, ça commence déjà à créer une barrière physique entre nous et le visage, par exemple, qui est la partie du corps qu'on doit le plus protéger. Et évidemment, ça comprend sur une format de journée, c'est une matinée, déjà pour créer le lien, permettre aux équipes de s'exprimer aussi sur les sujets de la violence, parce qu'évidemment, il faut que les gens s'expriment, il faut que ça sorte. Et ensuite, sur l'après-midi, donc toujours dans le format d'une journée, eh bien, on apprend concrètement des gestes de protection. Voilà. Comment réagir face à une saisie, comment réagir face à une poussée, face à un étranglement, une tentative de coup, comment on protège son corps. Voilà. Et tout ceci à travers des jeux de rôle, des mises en situation, des échanges et des retours d'expérience entre pairs. Très bien. J'ai un retour dans l'oreillette. Les auditeurs me demandent, mais quelles sont les prochaines dates? Peut-être Leslie? Alors, les prochaines dates, je vais Vous pouvez nous partager. répondre. Je vais Je vais juste partager faire une parenthèse. Donc, en effet, aujourd'hui, donc, il y a deux programmes qui existent. Donc, un programme qui va être sur 2 jours, où là, on est plus on lance une démarche de prévention sur la gestion des agressions. Donc, 2 jours, puisque vous avez quand même tout le volet introduction à la notion d'agression. Vous allez avoir l'étude sur les mécanismes psychologiques également, les différentes typologies. Et puis forcément après, on va aborder par des mises en situation des cas pratiques, tout ce qui va être de manière approche verbale, communication non violente, et une demi-journée qui justement est consacrée à l'approche physique avec l'intégration de l'apprentissage des gestes d'autodéfense. Le format une journée, on est plus sur du pratico-pratique, hein, donc c'est le programme dont a parlé David. Donc, deux formats. Format 2 jours, format une journée. Ces deux formations sont possibles en interentreprise, soit sur Boulogne-Billancourt, soit dans nos locaux J'affiche les bretons dates, à Leslie, Belz. peut-être. Oui. J'affiche les dates, si tu veux. À savoir que, bien entendu, ces formations sont réalisables en intra-entreprise, donc directement dans vos locaux et partout en France. Donc ça, j'insiste, puisque en effet, que ce soit côté Sophis ou côté instructeur, nous avons des ressources compétentes voilà, dans chaque région. Donc il ne faut pas hésiter du coup à nous contacter voilà, si vous avez pour projet d'organiser une formation en intra ou si vous avez besoin de compléments d'information. Hein, donc vous avez les dates du premier semestre qui sont affichés et qui vont concerner le programme d'une journée, donc du premier mot au premier geste. Et vous avez les formations de 2 jours, donc 2 dates de disponibles sur le premier semestre. Une formation de 2 jours, faire face à l'agressivité, donc sur les mois de mars, sur Belz et sur Boulogne-Billancourt. Très bien. Merci Leslie.
Nous avons parlé tout à l'heure d'inclusion, de diversité. On a vu que la formation s'adaptait aux caractéristiques personnelles des stagiaires, mais on peut aussi tourner autrement la question sur cet aspect diversité, d'inclusion-diversité. C'est aussi, est-ce que ce programme peut s'adapter au profil, aux besoins du stagiaire? Est-ce qu'on peut personnaliser tout bonnement ce Oui. programme? Oui, Hein? en fait, les programmes sont personnalisables et adaptables en fonction des différents métiers aussi qu'on va avoir en face de nous. Différents types d'agressions, ça peut être aussi sur une situation vécue. Voilà, comment on peut travailler sur sur une situation vécue. Après, je pense que David, tu es aussi Oui, d'accord oui. sur le fait que le but aussi, ça va être d'adapter selon les différents risques des entreprises. Hein. On est ERP, on est une personne qui gère un accueil, ne va pas forcément avoir la même approche sur une agression qu'une personne qui va partir en déplacement, qui va prendre le métro. Donc, on est quand même voilà, le but, c'est quand même d'adapter aussi les situations par rapport aux risques de l'entreprise ou de l'établissement public. Ok, très bien, merci Leslie. Oui, je fais référence aux questions-réponses qu'il y a dans le chat. Les dates sont bien pour 2026, hein, effectivement. Oui, oui. Oui. Oui, premier semestre 2026 et pas 2025. Allez, continuons. Maintenant, place à la démo. Hein. On a les mots, c'est bien. Le voir, c'est mieux. David, je vous propose de nous montrer quelques vidéos sur les techniques et postures qui peuvent être abordées pendant la formation de Self-Defense Office WeCare. Exactement. Alors, on a des centaines de techniques disponibles pour faire face à différentes situations. Ça peut être ça peut être des coups, ça peut être des saisies, ça peut être en statique, ça peut être en dynamique. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui va durer environ 2 minutes, que je vais vous commenter et que je vais lancer, pour que vous ayez une idée en fait de quoi on parle. Parce qu'on parle beaucoup de self-défense, mais vous n'avez toujours rien vu. Donc, je sens bien que le suspense est insoutenable, mais on y va. Et je vais lancer cette vidéo et vous allez pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Et je vais commenter en même temps. Il y aura des sous-titrages. Donc là, arrêt d'une personne agressive avec un différent niveau de proportionnalité. Donc là, vous avez vu, on va repasser ça au ralenti. Euh, Arrêt avec une main ouverte sur le corps, vous voyez, c'est pas très très violent. Un piqué dans la gorge, c'est déjà un certain niveau de réponse. Et la main ouverte au visage aussi, là, c'est une certaine montée en grade par rapport à la proportionnalité. Évidemment, c'est à vous de le juger en fonction de la situation, mais on vous forme là-dessus. La parade contre une gifle, là, c'est à la fois une parade, mais un contre simultané, puisque quelqu'un qui vous attaque en avançant va peut-être faire d'autres choses. Tentative d'étranglement en arrière, par l'arrière, ça c'est des choses qu'on voit malheureusement à l'hôpital, c'est des retours que l'on a. Donc là, il y a des techniques que l'on apprend, tourner la tête, le fameux coup entre les parties, le coup de coude, on passe en dessous et on repousse la personne. Dégagement d'étranglement, ça c'est un grand classique. Vous voyez, le geste est simple et efficace. Simultanément, on se dégrafe pour avoir de l'air. On avance le bassin, on donne un coup de genou dans les parties. Et là, vous pouvez partir. Vous êtes tranquille. Dégagement de saisie de poignet, qui sont parfois les prémices d'une agression future. Là, vous voyez, ce sont des gestes de protection. On peut y rajouter des clés, mais la clé n'empêche pas de communiquer. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un de très énervé, il vous agresse, vous faites une clé et vous reprenez la discussion et ça va bien se passer. C'est juste que la personne sait qu'il y a il y a des choses à ne pas faire. Il y a des limites à pas franchir. Donc la saisie, le dégagement se fait par typiquement l'ouverture du pouce, qui est la partie la plus faible de l'agresseur, évidemment, on a moins de force ici. Et un autre cas, mais à la maîtrise d'un individu à deux, si vraiment c'est nécessaire, que les forces de sécurité, les vigiles ne sont pas là, il y a des techniques qu'on vous apprend, etc. Donc l'idée, c'est de basculer les épaules en arrière, on pousse le pied dans le creux du genou pour déséquilibrer, et l'autre personne bloque les jambes le temps que les services de sécurité arrivent. Donc évidemment, tout ça, c'est la proportionnalité, c'est un échantillon, mais évidemment, on vous forme, on vous explique et en fait, on vous apprend de manière très, très, méthodique tout l'ensemble des gestes en toute sécurité. Donc typiquement, lorsqu'on vous apprend une technique de self-défense, ça se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est que vous observez une situation d'agression, parce que la réponse est différente en fonction de l'agression. Donc on vous montre une situation d'agression, donc vous l'observez, vous la mémorisez. Ensuite, on vous montre quel est le geste technique à réaliser. On le décortique. C'est très technique. On décortique le geste pas à pas, étape après étape, un peu de manière mécanique, puis après, on travaille la fluidité du geste. Tous les gestes sont simples. Tout le monde est capable de les faire. Tout le monde.
Et ensuite, le troisième temps, c'est que vous pratiquez. Alors, vous allez pratiquer en binôme. Donc là aussi, ça crée des liens avec ses collègues, évidemment. Parce que quand on étrangle son collègue, il y a des liens qui se créent, il faut être clair. Hein, surtout qu'ensuite, on inverse les rôles. L'agresseur devient l'agressé devient l'agresseur. Donc évidemment, on prend soin de son binôme. On est là pour superviser l'apprentissage des techniques et on travaille doucement. On travaille doucement, on ne travaille pas à pleine balle, à fond, parce que ce n'est pas l'objectif. C'est un travail technique. Voilà. Et ça, déjà, ça vous permet de prendre conscience que vous êtes capable de faire des gestes. Et puis ensuite, voilà, donc ça c'est. Et bien sûr, on va sélectionner les techniques les plus pertinentes dans votre contexte. C'est pour ça que lorsqu'on adapte la formation aussi au contexte, on discute avec les salariés s'il y a eu des situations, on va vous expliquer quelles sont les meilleures techniques. Moi, j'ai en tête l'un de nos formateurs qui s'appelle Antoine, qui m'avait raconté lors d'une formation dans un hôpital que typiquement, il y avait une infirmière qui avait été plaquée contre le mur avec une tentative d'étranglement. Elle était extrêmement choquée, évidemment. Et bien voilà, ça a été une thématique de la journée. Ils ont expliqué comment elle aurait pu s'en sortir dans ce genre de situation et en tout cas comment elle doit réagir si jamais ça se reproduit. Et il ne faut pas l'espérer, bien sûr, mais il faut se préparer à toutes les situations. Voilà. Et là, par exemple, dans le chat, nous avons une question, David. Vous allez nous répondre, certainement par Oui. l'affirmative, mais oui, est-ce qu'on peut apprendre des gestes qui permettent de protéger, de contenir un usager en crise? Donc là, on est dans la fonction publique. Un usager en crise ou séparer deux usagers dans une situation de violence? Oui, oui, la réponse Hein, est voilà, ça, oui. voilà. Oui, la réponse est oui. L'idée, c'est de neutraliser quelqu'un avec des gestes qui vont pas vous mettre en danger vous-même, mais qui vont neutraliser la personne. L'idée, c'est encore une fois de ne pas se mettre en danger dans ce genre de situation. C'est pour ça il y a en effet toute une gestuelle pour à la fois se protéger, faire les gestes. Donc oui, après, la réponse est un petit peu vague, il faudrait voir la situation en tant que telle, mais on a des réponses techniques à tous les cas de figure. Encore une fois, on a un catalogue de centaines de techniques parce qu'en réalité, il y a énormément. Quand on parle d'agression, en réalité, il faut rentrer en détail quel type d'agression. Et c'est ça qu'on va vous expliquer. Il y a différents types d'agressions. Ce peut être des coups, ce peut être des poussées, ce peut être des saisies, des étranglements. Et donc, on a des réponses à peu près sur tout. Et encore une fois, lorsqu'on cible des zones sensibles du corps, en tout cas des zones qu'on ne peut pas muscler, ou même les articulations, les doigts, sans les clés, typiquement, c'est un très bon moyen de se sortir d'une situation sans provoquer de dommages. On neutralise quelqu'un, on attrape un doigt et on le plie. Enfin, c'est pas mal, mais on va pas casser le doigt de quelqu'un, mais on peut neutraliser quelqu'un avec une main, simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout un tas de techniques qui permettent de se sortir, de calmer quelqu'un qui est agressif. Alors, chères spectatrices, chers spectateurs, je pressens votre intérêt pour cette formation. Alors, pour vous faire passer le pas et organiser des sessions, eh ben, on va parler de ça justement. Comment ça se passe une session en termes d'organisation? Est-ce qu'il faut un nombre minimum de participants? Il y a eu la question dans le chat tout à l'heure, la réponse a été donnée. 4 à 16 personnes par session. Après, moi, je vais rajouter des questions. Est-ce qu'il nous faut une tenue de sport, une salle qui est entièrement dégagée, hein? Faut voir une salle, on enlève tout le matos et on se met dedans. Est-ce qu'on peut, par exemple, la réaliser directement au poste de travail? Je pense, par exemple, au personnel qui est à l'accueil. Racontez-nous, David, comment ça se passe Oui, en pratique? alors en termes d'espace, on peut avoir une salle complètement nue, vierge, et il faut juste compter 2 mètres carrés par personne. Voilà, c'est l'espace qui est nécessaire. Si la salle est plus grande, tant mieux, mais 2 mètres carrés par personne, c'est suffisant. S'il faut reproduire le mobilier de l'environnement de travail, là, une agence par exemple, on va pouvoir déplacer les chaises, les tables pour recréer l'environnement de travail parce qu'en effet, le mobilier est aussi un moyen de se défendre. Un comptoir, par exemple, ça crée de la distance. Le fait de créer de la distance, c'est déjà de la self-défense. Si on n'est pas à portée de coup, on est déjà dans la protection individuelle. Donc, on vous apprend aussi les déplacements. Donc, on peut avoir des situations où quelqu'un d'agressif, quand on est face à quelqu'un d'agressif, on va se déplacer et on va se tourner vers le mobilier pour créer une forme de distance avec un comptoir, par exemple. C'est assez classique. Mais donc, pour répondre à la question, 2 mètres carrés par stagiaire, par personne, une salle. Si on est dans l'environnement de travail, c'est encore mieux si c'est possible. Mais il n'y a pas de besoin il y a pas de besoin spécifique. Et sur la tenue, non, pas besoin d'être en tenue de sport. La tenue de travail de tous les jours. Alors après, pour les femmes, oui, éventuellement éviter les talons, les tailleurs serrés, mais à part ça, il n'y a pas d'autres préconisations. Mmh, d'accord. J'ai une question dans le chat, peut-être ça va être pour Leslie. Quel est le coût d'une formation?
Quel est le coût d'une formation organisée, proposée par Sophie, c'est Alors, en partenariat avec Wicca? donc il y a plusieurs tarifs qui existent forcément. Déjà, est-ce que c'est de l'inter-entreprise, de l'intra-entreprise? Euh, donc, ce que je vous invite à faire, Ixia est en train de vous rédiger un message sur le chat, c'est d'adresser directement votre demande sur ma boîte mail, avec surtout le nombre de personnes et si c'est une inter-entreprise ou une intra-entreprise dans vos locaux. Et dans le cas d'une intra-entreprise, bien me signifier en fait votre localisation. Donc localisation et nombre de stagiaires, et comme ça je pourrais vous répondre immédiatement. Non. Très bien, merci Leslie. Alors, depuis le lancement de ce programme, est-ce qu'il y a des retours de stagiaires? Qu'est-ce qu'ils vous disent en sortant de la formation, David? Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que déjà, c'est une formation qui change des autres formations, parce que précisément, elle apporte une compétence de vie. Voilà, tout simplement. Tout ce qu'on apprend, ça va servir dans le cadre du travail, mais ça va servir en dehors du travail, j'ai envie de dire malheureusement, mais ça sert dans la vie de tous les jours, c'est utile, c'est une compétence utile, c'est une compétence de vie. Mais les retours qu'on a, généralement, on a revu les fiches d'évaluation, et les 3 commentaires qu'on retrouve, c'est formation hyper pragmatique. Voilà, on n'est pas dans la théorie, on est dans le concret, on est dans l'action, et les gens le testent par eux-mêmes avec leur corps. Donc voilà, c'est formation hyper pragmatique. Deuxième retour, c'est nous aimerions retravailler les techniques lors d'un recyclage ou d'un renouvellement. Donc en effet, on propose avec Sophie de revoir certaines techniques sur des demi-journées tous les 2 mois ou tous les 3 mois, parce qu'évidemment, c'est la répétition qui fait que ça devient des réflexes. Et le troisième retour qu'on voit régulièrement, c'est que c'est une formation qui change des formations souvent trop théoriques. Voilà. Ce sont les retours des clients. Les retours C'est ça. des stagiaires. Et d'ailleurs, il y a Oui. une question dans le chat, parce que peut-être qu'on a envie de continuer après la formation, de s'entraîner tout seul. Voilà, la question c'était, est-ce que vous pouvez recommander ensuite des vidéos pour qu'on puisse s'entraîner chez soi? Oui, alors Voilà, il y typiquement. a des tips, quoi, des conseils, des recos. Oui, alors typiquement, les vidéos que vous avez vu un extrait des vidéos, ce sont des vidéos qu'on rend disponibles évidemment pour retravailler les techniques. Voilà, on vous a mis un échantillon, mais en effet, elles sont légendées et ça permet de revoir les gestes parce que il y a beaucoup de travail de visualisation finalement. C'est la tête qui va décider, hein, donc c'est voir, comprendre et pratiquer. Mais tout démarre par la tête. Donc, voir les situations d'agression, comprendre la mécanique technique, les gestes techniques qui sont faits et qui sont très bien pensés, et puis ensuite pratiquer. Éventuellement seul face à un miroir, c'est aussi possible. Et évidemment en binôme, avec son binôme préféré. Et alors, et du côté des organisations, quelles sont les retombées positives observées suite à la réalisation de cette formation? Est-ce que les effets sont immédiats? On a cru un peu le comprendre, hein, du côté des stagiaires. Au bout d'1 heure et demie, il y avait un chamboulement positif. Voilà, plus de confiance. Bah, en fait, les organisations, elles se basent aussi sur les retours, les fiches de formation remplies par les stagiaires. Donc quand les retours sont positifs, les organisations estiment que c'est positif et c'est le cas. Donc clairement, les techniques sont adaptées aux réalités du terrain. Les techniques sont simples et sont faciles à reproduire. Voilà. Comme je l'ai dit aussi, c'est une compétence de vie, donc ça s'inscrit aussi dans une volonté de l'organisation d'avoir une responsabilité sociétale. Il y a aussi énormément de choses. On parlait cette semaine, et malheureusement c'est un quotidien, de la lutte contre les violences. Donc il y a beaucoup d'organisations aussi qui se mobilisent pour l'équité, pour la diversité, pour l'inclusion et des personnes qui sont référentes généralement dans ce genre de choses. Donc ça s'inscrit aussi dans toute une culture d'entreprise qui a envie d'apporter quelque chose, sans compter bien sûr toute une génération qu'on appelle la génération Z, mais pas seulement, qui est en quête de sens aussi. Voilà, on sait très bien qu'il y a un rapport au travail qui a beaucoup changé ces dernières années et le Covid a accentué ce phénomène. Et aujourd'hui, on a envie de travailler, mais on a aussi envie d'avoir du temps pour soi. On est en quête de sens. Et quand on délivre cette formation, on délivre aussi le message qu'on prend soin de ses salariés. Et les salariés, ils sont très sensibles à ça. C'est ça. En fait, de nombreuses organisations mettent en œuvre un plan de formation dans le cadre en fait de leur démarche QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail. Et en fait, cette formation s'inscrit pleinement euh, dans ce type comment dire, de démarche en fait. On le retrouve très souvent
dans la démarche QVCT au sein des organisations. Et c'est une satisfaction pour eux aussi de mettre ça en œuvre. Parce qu'en effet, comme le souligne David, les retours sont vraiment excellents sur ce type de formation. On va plus loin, en fait, qu'une simple formation qui va rester bien souvent théorique. Donc, on va plus loin. On a le côté, en effet, assurance. On gagne en assurance quand on sort de la formation. Et forcément, il n'y a qu'une grande satisfaction de la part des organisations à avoir mis en œuvre cette formation. Alors, j'ai une question de Laila qui nous demande quelles compétences concrètes on aura acquis à la fin de la formation. Donc, compétences, après, c'est un mot qui est vrai, c'est large, hein, on peut parler des soft skills, des compétences acquises, un savoir. Voilà, dites-nous. Alors, j'ai envie de lister la maîtrise de soi, la gestion du stress, parce que le stress vient souvent du fait de ne pas savoir en fait comment gérer une situation. Quand on sait, quand on est préparé, il y a toujours du stress, faut pas se le mentir. En cas d'agression, en cas de tension, moment de tension, il y a toujours du stress. Mais entre ne rien savoir faire, ne rien savoir faire, et connaître des techniques, on augmente la probabilité de s'en sortir. Évidemment. C'est évident ce que je dis. Et le fait d'être dans l'action, ça libère, tout simplement. On est dans l'action, on n'est pas figé, et le fait d'être figé, d'être sidéré, c'est un phénomène qu'on voit également dans les situations de viol, qui est souvent aussi compris par l'agresseur comme une forme d'acceptation, ce que cela n'est pas. C'est en réalité le cerveau qui se bloque, qui se protège, qui fige le corps. Mais le fait d'être dans l'action, ça libère, donc ça a un impact très très concret sur la gestion du stress. Donc en termes de compétences, la confiance en soi, l'affirmation de soi, des gestes très concrets de protection individuelle également. Et autre chose aussi qu'on doit évoquer, c'est la sérénité de l'équipe, puisque quand il y a un agresseur et une agressée, il y a des témoins. Il y a aussi des témoins dont il faut tenir compte. Ça peut être des usagers, des patients dans le cadre d'un hôpital, et des collègues. Et le fait de voir que quelqu'un est capable de réagir, ça donne énormément de confiance à l'ensemble de l'équipe. On envoie un message fort quand on fait ça. On arme entre guillemets, vos salariés à gérer ce genre de situation et ça renforce la cohésion. D'autant plus que les salariés auront fait la formation ensemble, donc voilà, ils voient la mise en œuvre très très pratique. Là, on parlait de salariés, mais on peut dire aussi le mot agent, hein, n'est-ce pas? Rappelons, hein, que Oui, la formation de la gestion à l'action, Mm. faire face à l'agressivité, est ouvert à la fonction publique, hein, qu'elle soit territoriale, d'État, et aussi au secteur privé. Voilà. Et absolument. fonction aussi publique hospitalière aussi. Alors là, on a compris l'intérêt grandissant, enfin très important aussi de cette formation pour le personnel de santé, qui peut être amené à être agressé, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci Leslie, merci David pour ces éclairages. Je rappelle le nom de la formation de la gestion à l'action, faire face à l'agressivité, développée par Sophis en partenariat avec WeCare. Et un message clé pour conclure. La self-défense au travail, ce n'est pas apprendre à se battre, c'est apprendre à se protéger, à désamorcer, à neutraliser l'agressivité de façon responsable et proportionnée. Cette approche s'intègre pleinement dans les démarches santé, sécurité, elle contribue à la prévention des risques psychosociaux, les RPS, et participe directement aussi à l'amélioration des conditions de travail, la QVCT, et donc à la performance individuelle et collective au sein de l'organisation. Je vous laisse le mot de la fin, David, Leslie, avant que nous passions aux questions complémentaires. Écoute, tu as tout résumé, tout est écrit sur le slide. Je vais pas faire de la redite, mais en effet, voilà, tout est dit. L'idée, c'est en effet d'introduire un sujet qui peut être mal compris, qui est le sujet de la self-défense, de le rendre accessible à tout le monde, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, quel que soit votre genre, pour que chacun finalement puisse travailler sereinement et vraiment il s'agit d'une compétence de vie. Donc comme c'est bien, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas apprendre à se battre, c'est apprendre à se protéger et à se défendre. Voilà, donc ça s'inscrit généralement dans une culture d'entreprise aussi qui prend soin des salariés. Donc j'ai pas plus à ajouter. Leslie? Merci David. Donc en effet, ce qui est très important à prendre en compte, euh, c'est ça, c'est apprendre à se protéger. Parce que certains peuvent avoir des préjugés, des a priori. Certains peuvent penser, oui, mais moi je ne veux pas apprendre
à mes salariés à se battre. Non, c'est pas ça. C'est comment on peut réussir plutôt à se défendre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, j'insiste beaucoup dessus, c'est une formation qui est ouverte à tous. On peut très bien, je veux dire moi-même la première, hein, forcément par expérience, je veux dire, je ne dépasse pas 1,60 m, je ne fais pas 80 kilos, je n'ai pas les épaules comme ça. Et en effet, par contre, je peux avoir un agresseur en face de moi qui lui va faire 90 kilos, 1,80 m, qui sera beaucoup plus baraque que moi. Bah non, en fait, voilà, il y a le côté assurance. Non, j'ai pas peur et je sais qu'en fait, il existe aujourd'hui des techniques d'autodéfense qui vont me permettre tout de même de m'y échapper. Donc ça, c'est voilà, j'insiste beaucoup, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes, hein. Donc ça, c'est le second point. Troisième point, bah en effet, moi je serais la première à être heureuse que mes salariés puissent apprendre à se défendre. En effet, beaucoup de situations vont passer par la communication. On va pouvoir désamorcer par la communication. Et j'ai envie de dire, ça serait magique aujourd'hui que toute situation d'agressivité voilà, puisse se résoudre par la communication. Malheureusement, c'est pas le cas et on le voit tous les jours. Voilà. Donc, comment faire pour aller beaucoup plus loin? Et ben, voilà, l'apprentissage de gestes d'autodéfense voilà, peut faire partie de ces mesures de prévention. Donc, voilà, comment dire, je suis convaincue par cette formation. Comme tu le dis, Annabelle, que ce soit dans le secteur privé et dans les établissements publics, elle est adaptée à toute activité et tout secteur. Voilà. Très bien. Donc, de toute façon, je vous adresserai le replay de la formation, accompagné des programmes de formation détaillés. Vous allez retrouver en fait voilà, les différentes compétences développées dans chacune des deux formations. Et vous aurez aussi mes coordonnées voilà, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur les différents renseignements, si besoin de mettre en œuvre des formations en inter-entreprise ou en intra. Voilà. Donc, vous allez avoir toutes les informations qui vous seront envoyées par mail. Et donc, on répète, hein, c'est vraiment une formation pour le secteur privé, pour la fonction publique, qu'elle soit la fonction publique hospitalière, territoriale et d'État, et les ministères aussi, Cyrielle Rochard. Je réponds voilà, à votre question. Oui, aussi, voilà, vous serez un ministère voilà, où on peut aussi déployer cette formation chez vous. Voilà. Je ne citerai pas le nom du ministère, mais voilà, oui, c'est possible aussi, bien sûr, à faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet, de cette formation de la gestion à l'action, faire face à l'agressivité? Je crois que nous avons fait le tour des questions. Leslie, David, je vous propose que l'on que l'on achève ce webinaire, voilà, que l'on termine. Oui, Donc si on avec a des plaisir. infos, on répète, quel contact, quelle, adresse mail? Le Ton son, le micro est son. coupé, Leslie. Ouais. Donc, je vais adresser moi-même le mail. Donc, il y aura mes coordonnées et également la boîte mail générique du centre Sophis, hein, donc contact au pluriel @sophis.fr. Donc, voilà, si besoin d'aller plus loin. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que voilà, c'est un sujet également que vous allez prioriser pour l'année à venir, hein, 2026. Euh, je suis à votre disposition s'il y a besoin d'informations complémentaires. Si besoin de précisions beaucoup plus techniques, autodéfense, donc David est en relation également avec moi, donc je ferai la mise en relation. Euh, Annabelle, David, merci à vous deux pour ce temps d'échange très instructif. Merci à vous deux. Merci, merci pour Merci, l'invitation. Merci à tous. merci. Au À revoir. bientôt. Au Merci. revoir et Très à bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.